Présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles, donc bonjour Michel Sapin. Comment expliquez-vous qu'on soit passé brutalement d'un débat où les mots fusaient, Ponce Pilate, petit calomniateur, etc., à une sorte d'image de deux hommes qui se connaissent depuis des années, qui se sont même tutoyés. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ce matin ? Oui, je crois que ça a été d'ailleurs très bien analysé par Guillaume Tabar. Ce sont deux hommes d'État qui se sont comportés en hommes d'État. L'un battu, mais toujours homme d'État. L'autre élu, pas encore homme d'État, mais dans les... Est-ce que vous avez été surpris, par exemple, vous ? Soyez franc. Alors, je vais vous dire les choses. Je n'ai absolument pas été surpris par l'attitude de François Hollande, parce que je sais que c'est comme ça qu'il commence, et c'est comme ça qu'il finira, parce que c'est dans sa nature, c'est sa volonté d'être ainsi. Et j'ai pas été surpris, mais au fond, j'ai apprécié la manière de faire de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire ? Celle-là, qui a consisté premièrement à faire le geste qui consiste à inviter, il n'était pas obligé. Mais ça veut dire qu'il y a une certaine forme de surprise de votre part. Quand vous dites que vous avez apprécié, non, c'est finalement... J'ai apprécié, mais dans tout homme, il y a toujours des aspects d'un côté ou de l'autre. Je trouve qu'il a extrêmement mal utilisé son autorité d'homme d'État pendant la période, quand même 4 ans ou 5 ans, où il a été lui-même président de la République. Je pense qu'il a eu des impairs de comportement qui ont beaucoup porté atteinte à son image, y compris à l'image du chef de l'État. Voilà, écoutez, je ne vais pas faire d'analyse psychanalytique, je constate simplement que là, hier, il s'est comporté comme il fallait. Deuxième question, avant qu'on enchaîne évidemment avec Gilles, est-ce que on dit qu'on connaîtra le nom du Premier ministre donc la semaine prochaine lors de la passation de pouvoir, mais étant donné la pression qui existe des marchés, et là on revient dans votre domaine de compétences, et que vous n'avez pas le sentiment que tout ça est un peu tard, parce que finalement le monde et la zone euro restent extraordinairement fébriles. Oui, d'ailleurs, c'est une fébrilité, on en reparlera peut-être, qui ne porte pas sur la France. Ce qui était assez remarquable, c'est le contraste entre la manière dont les marchés ont accueilli l'élection de François Hollande, non pas l'indifférence, mais la stabilité, et la manière dont, je peux le comprendre, les marchés ont accueilli ce qui se passait en Grèce. C'est-à-dire le risque qu'il n'y ait pas en Grèce de gouvernement et de majorité permettant de faire face aux difficultés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut qu'en France, il y ait un gouvernement, la semaine prochaine, et une majorité mais il faut pas pour donner de la stabilité à la politique française. Mais il ne faut pas accélérer la cadence. La cadence, en l'occurrence, elle ne dépend que d'un seul homme, qui est Nicolas Sarkozy. Il est, jusqu'au 15 au soir, le président de la République. Il aurait pu, s'il l'avait souhaité, l'avancer. On ne pousse pas un président de la République en fonction hors de l'Élysée. Est-ce que ce qui se passe quand même en Grèce, ce qui s'est passé dans les bourses hier, modifie pas un petit peu la donne, à la fois lors de la rencontre le 16 mai prochain entre François Hollande et Angela Merkel et le sommet européen du 23 mai? Ça ne modifie pas la donne, mais ça montre la difficulté de la situation. Il faudra prendre des décisions, ce ne sera pas uniquement une prise de contact. Il faudra prendre des décisions. Pour que les choses se passent mieux, il y a 3 conditions. Il y a la stabilité en Europe, c'est la question grecque, mais pas seulement la question grecque. Il faut du sérieux budgétaire dans chacun de nos pays, y compris dans le nôtre. Il n'est pas question d'abandonner le sérieux budgétaire, il faudra diminuer les déficits et diminuer l'endettement. Et il faut de la croissance pour créer de la richesse et créer des emplois. Donc c'est dans ces 3 domaines-là, mais de manière équilibrée, que des décisions... Est-ce qu'il n'y aura pas des décisions plus urgentes à prendre, même si celles-là sont des principes, mais qui n'auront pas de traduction immédiate? Non, je ne crois justement qu'il ne faut pas rester au niveau des principes. Je vous fixe les 3 sujets, comme on dit dans le jargon, je vous fixe l'agenda, mais il faudra des décisions. François Hollande, sa majorité, ceux qui le soutiennent, ne se satisferont pas de belles paroles. Il ne suffira pas de dire nous avons envie d'être en bonne santé et riche. Parce que c'est mieux que d'être pauvre et malade. Ça ne suffira pas, ce genre de déclaration d'intention. Qui, là, exactement ? Mais pour le dire autrement, certains pensent qu'il suffirait de dire que nous sommes les uns et les autres favorables à la croissance. Heureusement, les pays d'Europe sont favorables à la croissance. Mais c'est par quels moyens, par quels outils, et par quels outils concrets pouvant avoir un effet
rapide sur la situation de l'Europe d'une manière générale et de chacun de nos pays. C'est ça la Je préoccupation. peux rentrer dans les détails si vous le souhaitez, mais il faut être dans le concret, il faut être dans l'outil. Et après, je reviens sur Angela Merkel. Oui, je voulais vous demander, c'est ça la préoccupation numéro 1 de François Hollande aujourd'hui, plus à la limite que la composition du gouvernement, ou ça va ensemble? Ça va ensemble, parce que par définition, pour mettre en œuvre une politique, pour mettre en œuvre des discussions avec et des négociations avec nos partenaires, c'est pas un homme seul, bien sûr, et surtout pas dans la conception qu'il a de l'exercice de sa responsabilité. C'est pas un homme seul, c'est un homme avec un gouvernement, un Premier ministre, des ministres. Est-ce que vous pensez juste que le Premier ministre est choisi? Je ne vais pas vous demander son nom, mais est-ce que celui qui sera, ou celle qui sera demain Premier ministre, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle le sait? Je vais vous donner un sentiment, puisque par définition, je ne suis pas à la place du seul qui puisse prendre cette décision. Il n'a pas encore choisi. Mais c'est mon sentiment. D'accord. Et il ne vous dit rien. Et heureusement. Il ne va pas dire aux uns, aux autres quelque chose. Proche. Il pourrait faire des confidences, des hypothèses, mais demander la proximité ou l'amitié ou l'intimité, tout ça est mis de côté lorsqu'il s'agit des affaires de l'État. Et quand il s'agit de composer, de choisir un Premier ministre, de composer. Vous ne savez pas si vous allez être ministre de l'économie, comme beaucoup de gens l'ont écrit, tout ça. Mais moi, je lis ce qui est écrit, mais si je devais croire tout ce qui est écrit, je ne sais pas, il y aurait. Vous seriez favorable à un découpage un peu différent des ministères, par exemple Bercy, un ministère que vous connaissez bien? Est-ce qu'on pourrait imaginer une partie qui s'occuperait plutôt du redressement des comptes publics et l'autre partie qui s'occuperait plutôt de la croissance, de la productivité, de la réindustrialisation? Je donne aussi un sentiment. Le redressement, celui dont vous parlez, c'est un redressement de nos comptes par la croissance. Donc je pense qu'on ne peut pas séparer le redressement des comptes et le redressement de la croissance, puisque justement, c'est les deux piliers. Et puis, il y a une priorité dans tout ce qu'a dit, dans tout ce qu'a proposé François Hollande, qui est le développement de notre industrie, de notre outil de production. Et là, je pense que ça mérite effectivement d'avoir un ministère avec une autorité et une capacité d'action importante. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en lisant les journaux concernant Angela Merkel, qu'il y a quand même jusqu'à présent une sorte, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un double discours, mais en gros elle dit à François Hollande, après l'avoir un peu battu froid, je vais vous accueillir à bras ouverts, et en même temps quand on lit le sous-texte, c'est je n'ai l'intention de céder sur rien, pas tellement à cause de François Hollande, mais peut-être à cause des élections qui la concernent, avec une opinion publique qui est assez quand même hostile à tout ça. Alors, est-ce que vous croyez ce que vous lisez ou est-ce que ça vous paraît absurde? On voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments dans tout cela. Moi, je retiens une chose, et une seule. Le discours n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 3 mois sur ce sujet. Cela a évolué. Est-ce que je vais dire que c'est seulement grâce à François Hollande? Je pense qu'il en a sa part. Parce qu'il a porté ce sujet dans le débat français et il a porté ce sujet, la croissance, dans le débat européen. Mais il y a aussi des réalités. Parce que ça a bougé en 3 mois. Et chacun voit son inquiétude en Hollande ou au Portugal ou en Espagne ou en Italie ou dans d'autres pays nordiques où cette très faible croissance rend impossible, sans catastrophe sociale et éventuellement politique, on le voit à certains endroits, la remise en ordre des comptes publics. Donc le discours a évolué, y compris le discours d'Angela Merkel. Pour le reste, on va être dans une négociation. Il y a des positions de départ. Mais avoir des positions de départ, on re-signe, on refait avoir des positions de départ, ça veut dire qu'on a envie d'arriver à un point d'arrivée. C'est bien, c'est plutôt une bonne chose. Mais j'ajouterais qu'en Allemagne, il y a aussi des considérations internes, vous y avez fait allusion, mais ces considérations internes, de mon point de vue, devraient prendre plutôt Angela Merkel, comment dirais-je, allante dans une négociation, car elle a besoin aussi des sociodémocrates pour voter le budget de sérieux budgétaire. Avant que nous ne parlions avec Gilles justement du blocage du prix de l'essence, il y a aussi les symboles, puisqu'on sait que ce matin il y a un conseil des ministres, c'est le dernier du président de la République actuelle. Il y en aura évidemment un qui concernera l'équipe de François Hollande avec la baisse des rémunérations, la sienne et celle des ministres. Il y a aussi tous les patrons des entreprises publiques. C'est un dossier ce matin de nos confrères du Parisien. Est-ce que vous considérez par exemple que des gens comme Proglio doivent voir leur salaire d'1,6 million baisser? Est-ce que c'est un sujet qui va être traité? Guillaume Pépi, SNCF, 250 000 €. Henri Proglio, EDF, 1,6 million €. Voilà, et est-ce que c'est pas aussi important d'être un très bon PDG à la SNCF que d'être un très bon PDG à la Donc la question EDF. se pose ce matin. Donc la question a été posée dans la campagne électorale. Partez d'un principe, c'est que quand François Hollande dit quelque chose dans une campagne électorale, c'est qu'il a l'intention de le mettre en œuvre. Est-ce qu'on va le mettre en œuvre la semaine prochaine?
Dans 15 jours. On n'est pas dans les jours. Il faut le faire pour le président de la République, il faut le faire pour les ministres. Parce qu'eux, ils vont être embauchés, si je puis dire. Ouais. Donc il vaut mieux, dès le départ, que les choses soient claires et nettes. Alors, il y en a d'autres qui sont en cours. C'est rare, comme ça, en cours de contrat, de baisser le salaire des uns et des autres. Donc on est humain. Hein, mais il a dit les choses. Il a dit qu'il voulait montrer l'exemple au sein du gouvernement, d'une part. Deuxièmement, dans les entreprises publiques, faire en sorte qu'il y ait une échelle, elle est déjà large, de 1 à 20, ce sera fait. Et puis, comme vous le savez, il a aussi envie que tout ceci ait un effet sur l'ensemble de l'économie et qu'on arrête avec des différences de rémunération qui ne sont pas acceptables par les Français dans une période où, par ailleurs, des efforts sont demandés à tous. Alors justement, il a dit aussi que le prix de l'essence serait bloqué pendant 3 mois. Ça, c'est une mesure très, très lisible pour tous les citoyens. Alors cette mesure, c'est à partir de quand? Serait à partir de quand? Regardons les choses aussi nettement. J'ai cru comprendre que le prix de l'essence était en train de baisser. Donc c'est peut-être pas le moment de bloquer quand ça baisse. Il faut bloquer quand ça monte. Donc il faut aussi regarder l'évolution des choses. Par contre, il y a une chose dont je suis certain, c'est que quand le prix de l'essence augmente sur le marché international, ça va très très vite se répercuter à la pompe, et quand il baisse au niveau international, ça va beaucoup plus lentement jusqu'à la pompe. C'est ça qu'il faudra regarder en urgence et dès la semaine prochaine. Donc vous dites ce matin qu'il n'y aurait pas forcément de blocage du prix de l'essence avant les vacances d'été pour les automobilistes. Si le prix de l'essence continue à baisser, les automobilistes sont les premiers à nous demander qu'on ne bloque pas la baisse des prix de l'essence. Donc le blocage, c'est pour éviter les hausses. Ça n'empêche pas d'avoir une analyse précise sur la manière dont les prix sont constitués, et en particulier cette question des marges. Et des marges qui se constituent indûment, ça se répercute très vite quand ça monte, ça se répercute très lentement quand ça baisse. On revient un tout petit peu à la politique. Apparemment, les Verts ont l'air d'avoir envie de participer à un premier gouvernement avant même les législatives. Avec les socialistes, est-ce que vous seriez, vous, favorable? Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que l'idée de Verts, des écologistes, généraux, une pétition demandant que qui participe à une majorité parlementaire et donc à une majorité gouvernementale est une bonne idée. Ils ne seront peut-être pas les seuls d'ailleurs, il y a d'autres partis. Avant les législatives? Je pense que c'est une bonne idée qu'ils participent à ce mouvement. Il y a eu un accord signé qui est un accord de législative. Je pense qu'il convient que cet accord électoral soit respecté, même s'il peut y avoir des difficultés à tel ou tel endroit. Et donc ils font partie de cette majorité. Et donc je pense que c'est une bonne chose. Après, si j'avais un conseil à donner aux uns comme aux autres, c'est de ne jamais trop se précipiter. On n'est jamais candidat à être ministre. On est éventuellement retenu pour l'être. À propos de candidat, est-ce qu'il faut qu'il y ait un candidat socialiste face à François Bayrou qui s'est engagé à voter François Hollande pour la présidentielle? Je veux dire deux choses sur ce point. Premièrement, François Bayrou a eu vraiment un comportement à la fois courageux. On en voit la conséquence parce qu'il y a une sorte de rétorsion de la part de l'UMP immédiatement. Il n'y avait pas de candidat avant l'UMP. Là, il se précipite pour mettre un candidat. Je trouve que c'est une mauvaise manière de la part de l'UMP. Et donc, je trouverais normal que le Parti socialiste se comporte avec respect vis-à-vis de François Bayrou. Deuxième chose, c'est une affaire de parti politique. C'est une affaire qui concerne le Parti socialiste. Vous n'entendrez jamais François Hollande émettre sur ce sujet une opinion. Ce n'est pas une question de président de la République, je dirais même que ce n'est pas une question de ministre, c'est une question de parti politique. Par rapport à la candidate investie, par exemple, il faut respecter les uns et les autres, et en particulier les candidats qui ont déjà été investis. Michel Sapin, dernier point, on attend évidemment la Cour des comptes sur l'état de la France. Je parle sur le plan économique, c'est un sujet qui vous concerne directement. Est-ce que vous, qui connaissez ces sujets effectivement par cœur, il y a quelque chose dans l'exécution, par exemple, du budget qui reste pour vous mystérieux et qui pourrait modifier finalement l'appréciation et la politique économique de François Hollande au départ? La situation de la France au 31 décembre de l'année dernière, elle est connue. Malheureusement, la situation est très mauvaise. En termes de croissance, en termes d'emploi, en termes de déficit budgétaire, en termes de déficit de la sécurité sociale. Donc il ne s'agit pas de découvrir la situation de la France. Par contre, l'exécution du budget 2012, celui-là, il n'est pas connu aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ça au jour le jour. Et donc il est bon que rapidement, la Cour des comptes, qui a tous les outils pour le faire, nous dise où l'on est exactement en termes d'exécution 2012, que ce soit en termes de recettes ou que ce soit en termes de dépenses. Pourquoi? Pour pouvoir prendre très vite des décisions qui permettent d'éviter
tout dérapage donc ça, c'est fin du juin. déficit budgétaire. Il faut que ce soit fait assez vite pour que ça puisse être pris en compte. Mais est-ce que ça pourrait remettre en cause un certain nombre d'aspects du programme, puisque tout à l'heure vous Non, parce que évoquiez... les aspects du programme dont vous voulez me parler, ils ont été équilibrés dans nos propositions. Donc il y a toujours une recette en face. Non, le problème, c'est celui de l'exécution 2012. Nous ne voulons pas qu'à la fin de l'année 2012, il y ait un dérapage en termes de déficit, alors que nous devons tenir nos objectifs. Nous aurons la vérité des chiffres là, dans les semaines qui suivront, et nous prendrons des décisions au travers d'un collectif budgétaire qui permettra de faire en sorte que la France marche droit, mais marche juste. Merci beaucoup Michel Sapin d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat ce matin. Mon cher Gilles, nous nous retrouvons évidemment tout au long de ces matinées sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée.